des petits gimbers. Je crois que les gimbers, c'est bien. Ah, j'adore, ouais. Alors, tu veux un gimber avec de l'eau pétillante? Eh ben, c'est parti. Alors, dis-lui que si tous les enfants étaient nés dans un orgasme, ça saurait. Et je pense que 99% des gens sont nés dans un cookie. Parce qu'il fallait y aller. Excusez-moi, je pense à Mathieu Rouille. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Lorraine. Lorraine a 38 ans et avec elle, nous avons discuté du Dr Reno et du mois de mars, d'ovaires et de péremption, de Beyoncé et Ryan Philippe, mais aussi d'hormones, de cycles menstruels, de la pilule et des arrêts de grossesse. D'ailleurs, vous allez voir, il y a tout plein d'informations importantes à emmagasiner dans cet épisode. On a donc créé des petits supports visuels avec des graphiques et tout, pour vous aider à bien comprendre si besoin. Le lien vers eux est dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? J'adore être une femme. Je suis très consciente des différences entre les hommes et les femmes. C'est un peu mon métier que de malaxer ce qui fait le propre d'une femme hormonalement parlant. Il y a des côtés négatifs, certes, des douleurs, il y a des souffrances, il y a des nuances un peu plus compliquées à gérer, mais ces côtés négatifs sont contrebalancés par des côtés très positifs. Donc, ouais, si j'avais le choix de changer, je changerais pas. C'est quoi pour toi être féminine ? Je suis pas sûre que féminine, ce soit un mot qui me parle beaucoup. Femme, beaucoup plus, parce qu'il y a toute la dimension derrière de ce que c'est de vivre dans le corps d'une femme. La féminité en soi, si c'est sur l'apparence, moi, des moments où je suis ultra féminine, des moments où je le suis peut-être moins, des moments où je me sens très féminine, des moments où je me sens moins. Mais c'est pas un concept que je porte au quotidien et qui fait un énorme sens pour moi. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Et j'ai appris ça assez tard, quand j'avais 18 ans. Je faisais des énormes insomnies. Du coup, ma maman m'a emmenée chez un énergéticien. Je jouais du didgeridoo. Enfin, c'était un peu perché comme moment, mais après, on discute et on était au mois de mars et je lui dis je déprime tous les mois de mars. Et là, le gars me regarde et me dit vous permettez que je fasse rentrer votre maman ? Elle rentre, il la regarde et puis lui dit vous vouliez votre fille ? Et là, ma mère, persuadée d'être face à un grand professeur ou je sais pas quoi, dit non. Je lui dis quand est-ce que vous avez appris que vous étiez enceinte ? Donc là, je vois ma mère, tu sais, la fumée qui sort et tout, qui commence à réfléchir. Elle dit, en mars 84. Et du coup, là, le gars, tu sais, CQFD, Eureka, c'est pour ça que tous les ans, au mois de mars, vous avez cette cyclicité qui revient. Donc, c'était l'anecdote pour dire que j'ai appris ça à ce moment-là. Et en fait, ouais, mon frère avait un peu moins de 6 mois. J'ai un frère qui a juste 1 an de plus que moi. Et ma maman n'a pas géré son retour de couche. Ce qui est marrant parce que c'est un peu mon job aujourd'hui d'expliquer aux femmes comment on reconnaît le retour de couche. Et du coup, elle s'est rendue compte un petit peu tard qu'elle était enceinte. Elle est allée voir son gynéco, elle se sentait pas du tout capable de garder ce bébé parce qu'elle était très jeune. Et je sais pas pourquoi, ce gars a un peu insisté. Il s'appelait Dr Reno. Et moi, quand j'étais petite, et encore aujourd'hui, j'entendais toujours cette phrase « Merci Dr Reno, merci Dr Reno ». Chaque fois que je faisais un truc cool. Et pour moi, c'était une expression comme, je sais pas, il n'y a pas de fumée sans feu ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, j'ai compris après coup que c'est Dr Reno qui avait un peu insisté auprès de ma mère en disant « Je vous assure, vous me remercierez un jour ». Bref, ma mère avait décidé de me garder, mais je pense que fille-garçon, il n'y avait pas trop de sujets. C'était juste, mon Dieu, comment on va faire avec ce deuxième enfant ? Et après, quand ils ont su que j'étais une fille, ouais, je pense que c'était magnifique. J'étais donc très proche de mon frère. On était souvent un peu comme des jumeaux, et je pense que ce truc fille-garçon, ils étaient hyper heureux, ouais, que je sois une fille et qu'on ait ce duo qui aurait presque pu arriver en même temps, tellement il était proche. Donc ouais, je crois qu'ils étaient très contents. C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi sur les petits garçons et les petites filles, puis plus tard les hommes et les femmes ? Je crois que justement, mon rapport à mon frère, nos âges faisaient qu'on était un peu au même stade, au même moment. Et du coup, moi, j'ai grandi avec ce miroir masculin qui me renvoyait à ma féminité. Mais je voyais ses goûts et les miens. Il y avait plein de moments où, en fait, on avait les mêmes goûts sur certains sujets, d'autres où on n'était pas du tout dans le même délire. Je sais très bien ce que c'est un garçon, comme mon frère sait très bien ce que c'est une fille. Et c'est marrant, tiens, je vous raconte encore mes anecdotes, mais... Le jour de son mariage, ma belle-sœur, donc la femme de mon frère, a fait un petit discours où elle a dit « Et je tiens à remercier Lorraine parce que je n'ai jamais connu un homme qui sache aussi bien parler du corps des femmes, des femmes. Ça faisait 1 mois qu'on était ensemble, on parlait de mes règles. »
Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée à ce que c'était qu'être un garçon. Mais du coup, je parlais beaucoup avec mon frère de ce que c'était d'être une fille. Et mon frère a une sensibilité sur ce que c'est d'être une fille et après une femme. Moi, j'avais cette idée du garçon qui a des goûts différents, qui a des choses peut-être différentes, mais où sur plein de choses, en fait, on jouait à la même chose, on avait les mêmes jouets, on jouait aux voitures tous les deux et à la poupée tous les deux. Donc, c'était pas une vraie scission, mais un miroir qui était intéressant, ouais. Est-ce que tes parents, ils avaient des rôles prédéfinis dans la famille ou pas trop? Ah ouais, quand même, je pense que c'était très marqué. Moi, ma maman n'a pas travaillé, je pense, nos 3-4 premières années de vie. Donc, je suis jamais allée en crèche, je suis jamais allée à la cantine. Après, elle a repris à mi-temps. Alors que mon papa travaillait beaucoup. Il nous rejoignait juste pour une semaine de vacances, mais on partait sans lui et tout. Donc, oui, il y avait vraiment un rôle de la maman à l'intérieur du foyer et le papa à l'extérieur du foyer. C'était très défini et en même temps, très aimant et très chouette. Mais ouais, il y avait une vraie différence entre le rôle de ma mère et le rôle de mon père. Est-ce que tu as un premier souvenir en rapport avec la sexualité ou pas du tout? On était fans avec mon frère de Sex Intention, le film. Vous voyez ou pas? Ryan Philippe, tout ça. Ryan Philippe, évidemment. Donc, je pense que ouais, c'est les premiers émois que j'ai eus. Je me suis dit, ouh, ok, d'accord. Je sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir 12 ans, tu vois. Je sais pas comment je réagirais en tant que mère si mes enfants à 12 ans regardent un film comme ça, parce qu'en fait, c'est méga hot, quoi. Puis dark et tout ce que tu veux, mais ouais, bon, on était tombés là-dessus. Et je pense qu'on a vu le DVD 40 fois, quoi. Du coup, comment tu as réagi à Sex Intention? Est-ce que c'était quelque chose tu vois, qui t'intriguait, la sexualité, ou qui te faisait peur, ou tu te disais que tu avais hâte de découvrir, ou pas du tout? Ça me préoccupait pas plus que ça. Tu sais, t'as des filles qui te disent j'avais envie de le faire. Moi, j'ai ma meilleure amie qui l'avait fait avant moi. J'avais pas une pression d'en faire, de me dire il faut que je fasse pareil. Donc, j'ai toujours eu plein d'amoureux. J'ai jamais eu des longues périodes seule. J'ai plus la sensation que j'étais amoureuse, plus sur le sentiment que sur l'acte en lui-même. Est-ce que tu pouvais parler avec tes parents de sexualité ou pas du tout? Je pouvais. Je le faisais pas trop, je pense. Mon père, ça me serait pas trop venu à l'esprit. Ma mère, qui est géniale, hein, mais tu vois, aujourd'hui, je sens que la femme que je suis aujourd'hui la décomplexe beaucoup. Elle était hyper ouverte, hyper tout, mais elle entend ce que je fais aujourd'hui. Et il y a des moments où j'ai la voix qui me regarde, elle me dit, ma fille est vraiment en train de dire ça. Ils étaient au courant. Ma mère m'a emmenée chez le gynéco prendre la pilule, comme toutes les jeunes filles, quand elle a compris qu'il se passait peut-être des trucs avec mon petit copain de l'époque. Mais j'ai pas le souvenir d'une grosse discussion ou de lever de tabou. C'était mes histoires et j'espère que je serai plus moi avec mes enfants. C'est pas du tout un reproche, mais j'étais pas, je pense, à l'aise pour le faire. Du coup, tout ce que tu savais sur la sexualité, j'espère que tu l'as pas que appris de Sex Intention. Comment tu l'as appris? Si, ça craint ou pas? Comment je l'ai appris? Peut-être sur le tas. Enfin, la première fois, pour le coup, j'y connaissais rien. Enfin, si je lisais ces magazines à la con, là, comment ça s'appelait mais t'avais des espèces de rubriques sexo, machin, où les tu disais quiz. des trucs. Quelle sera votre destination torride pour les vacances? Oui, voilà, exactement. Tu vois, ou quelle femme es-tu au lit? C'était à 12 ans, t'es là, bah, je sais pas. Donc, je dors, moi, au lit. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas une attente de fou. Je me suis laissée porter et sans être ni proactive, ni avec des idées très arrêtées sur la façon dont je voulais que ça se passe. J'étais pas dans un délire romantique, mais j'étais pas non plus dans un délire faut que ce soit fait. J'étais dans un délire je suis amoureuse, let's go. Si tu pouvais pas trop en parler à tes parents, est-ce que tu pouvais en parler à tes amis? T'as dit que ta meilleure amie, par exemple, elle l'avait fait avant toi. Du coup, c'est des choses qui t'ont aidé à... Aujourd'hui, j'ai des groupes de copines hyper forts avec qui j'échange beaucoup. Adolescente, pas tant que ça. J'avais pas ce côté, je raconte mes petites histoires, parce que j'ai subi du harcèlement. Tu sais, un groupe de filles qui s'acharnent à un moment donné. Ça a été dur, ça a été violent, ça a été fort d'un coup. J'ai vécu ça à un moment où, en fait, il y a un soir où je suis rentrée chez moi, c'était trop. Mes parents ont réagi. Le lundi suivant, j'étais ailleurs. Et si tu veux, ça s'est arrêté. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec tout ça, en fait, j'ai pu parler avec des jeunes filles qui avaient vécu ça. Et en fait, ça s'arrête pas. On te poursuit. Il y a des traces, il y a des choses, il y a des façons de continuer à s'acharner. C'est hyper violent. Et moi, tu vois, si à l'époque, j'avais été dans un groupe WhatsApp de classe, j'aurais pas pu filer à l'anglaise. C'est pas le mot, mais moi, j'ai vraiment cette sensation de mes parents qui, tu sais, les opérations commando, là. Tu vois, on extirpe le gars et on le sort de sa zone. Et en fait, ça a pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas tout un univers numérique autour qui m'a poursuivi. Ça a été à la fois, je pense, très violent d'un coup, mais en même temps, il y a eu un clean cut très rapide. Et puis, c'était, OK, allez, on passe à autre chose. T'arrives ailleurs. Je me suis refait des amis et après, ça allait beaucoup mieux, quoi. Bah déjà, tu t'es sentie capable de le dire à tes parents, ce qui est déjà très bien, en vrai.
Ouais, je pense que, tu vois, pour reboucler avec la question de tout à l'heure sur est-ce que je parlais de sexualité, je pense que je rentrais pas forcément dans les détails parce que je considérais que c'était ma vie intime et personnelle. Mais par contre, je pense que mes parents ont toujours été en grande confiance avec moi. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont laissé faire plein de choses parce qu'ils savaient que j'avais la tête sur les épaules et il y avait ce dialogue mutuel. Et donc oui, dans les moments compliqués, je me suis pas renfermée sur moi-même et j'ai pas eu honte de dire que ça allait pas. Et ils ont vu aussi. Parce que je pense que quand tu parles avec ton enfant aussi, tu vois les moments où, waouh, faut réagir là, il y a un problème. Je sais même plus si c'est moi qui ai tiré la sonnette ou si c'est eux qui l'ont vu. Mais en tout cas, le dialogue avait fonctionné. Du coup, c'est à peu près à cette période-là que tu rencontres ton petit copain et que tu fais l'amour pour la première fois? Ouais, c'est à ce moment-là. Et j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Parce que moi, je suis très sur les sujets de féminin et souvent, je compare certaines phases du cycle des femmes à l'effet Beyoncé. Et en fait, j'ai réalisé que ma première fois, c'était sur les Destiny's Child. Donc, j'ai commencé effectivement ma vie intime avec Beyoncé. T'as dit l'effet Beyoncé, c'est quoi? Une femme qui vit son cycle naturel passe par des phases différentes et la période pré-ovulatoire, quand t'as les œstrogènes qui montent, c'est une période qui t'apporte énormément de confiance en toi, énormément de rayonnement, d'énergie, etc. Et souvent, pour expliquer aux femmes, j'essaye toujours de trouver des comparaisons. Alors, souvent, on dit c'est les saisons, t'as l'hiver, là, c'est l'été du cycle où tu rayonnes. Mais moi, j'aime bien avoir d'autres images. Là, c'est le moment vraiment Beyoncé où tu peux attraper le monde. T'es une femme dans toute sa splendeur. La phase d'après étant la phase Bridget Jones. Tout de suite, on voit la différence. On voit le pot de glace et le plaid. Le plaid. T'as toujours été intéressée par le cycle des femmes? Et le tien, en premier? Oui. Après, comme beaucoup de jeunes filles, j'ai pris la pilule très tôt. Et pendant des années, j'ai vécu sans être consciente de ces fluctuations et en étant sur pause. Puisque c'est ça que font les contraceptions hormonales, c'est qu'elles mettent tout sur off. Donc, on n'a plus ces fluctuations. Beyoncé, on l'a pas, Bridget non plus, du coup. Mais pendant toute cette période-là, je pense que j'étais assez déconnectée. Et après, le jour où j'ai arrêté la pilule, là, par contre, je me suis rendu compte de cette cyclicité de la femme. Et ça m'a passionnée. Et donc, c'était assez tôt, puisque ça, c'était il y a une quinzaine d'années, peut-être. Donc, tu vois, ça commence à dater. Mais je pense néanmoins que, tu vois, j'étais quand même hyper intéressée puisque ma belle-sœur, tu vois, moi, mon frère, on a quitté tous les deux la maison à 18 ans. Et donc, avant nos 18 ans, il était déjà hyper au taquet sur les règles. Donc, preuve qu'on en parlait quand même pas mal déjà à l'époque. Mais je savais pas que c'était pas des vraies règles. La pilule, on est d'accord que elle crée des hormones de synthèse qui imitent les œstrogènes et la progestérone, qui en fait vont imiter ton cycle, mais ce n'est plus ton corps qui le rythme normalement. Ouais, en fait, la pilule, elle apporte des fortes doses d'hormones synthétiques, soit juste un progestatif, donc qui ressemble à la progestérone, soit aussi des œstrogènes de synthèse, donc qui viennent bloquer le dialogue entre ton cerveau et tes ovaires. Donc, tu as à la fois ces fortes doses d'hormones synthétiques qui ont leurs effets potentiellement secondaires, et puis tu n'as plus, toi, ta production personnelle d'hormones, tes œstrogènes et ta progestérone naturelle à toi, qui, elles, jouent un rôle pour ton cycle, mais pour plein d'autres choses, dans ta santé mentale, physique, dans la libido, dans plein de choses. Et du coup, tu as à la fois plus tes hormones à toi et d'autres hormones à la place qui sont pas les mêmes, qui sont là pour bloquer, mais qui du coup n'apportent pas toutes ces fluctuations là. Et ça, en fait, très peu de femmes s'en rendent compte. On prend la pilule sans forcément réfléchir à ce que ça fait. Et c'est intéressant, tiens d'ailleurs, avec vous qui parlez de sexualité, c'est qu'en fait, l'un des effets secondaires de cette pilule, c'est de bloquer la libido. Parce qu'en fait, la libido, elle est drivée par ces fluctuations hormonales. Elle n'est pas la même à tous les jours du cycle. Et c'est vrai que moi, c'est une réflexion que j'ai beaucoup menée à un moment donné, qui était de me dire, je prends une pilule qui me permet d'être en fait 100% du temps disponible, mais en fait, j'ai 100% du temps pas envie. Donc, c'est un peu dommage. Alors, quand t'as pas de contraception, t'es pas 100% du temps disponible quand tu veux pas un enfant, parce qu'il y a quelques jours dans le cycle, tu peux pas avoir de rapport non protégé. Après, on peut faire plein d'autres choses pendant cette période-là. Mais par contre, tu vis des moments d'envie, de désir, de montée de libido en tout cas. Donc voilà, c'est des choses dont j'avais pas du tout conscience quand j'ai commencé la pilule, même pendant des années d'ailleurs, et que j'ai réalisé beaucoup plus tard. J'avais plein de fausses croyances sur moi, sur ma façon de vivre, sur mon tempérament, sur ma libido, sur plein de choses, alors même que en fait, c'est parce que tout ça a été éteint. Et comment t'as réalisé tout ça, justement ? Alors, je l'ai réalisé quand moi, j'ai arrêté la pilule, déjà. C'est en 2012, parce qu'on m'a détecté une maladie de la thyroïde, une maladie auto-immune. Le mot m'a fait hyper peur à l'époque. En fait, c'est quelque chose qui est assez courant et c'est pas très grave. Mais par contre, on m'a expliqué que je devrais prendre un traitement hormonal à vie, des hormones thyroïdiennes. Et en fait, ça m'a fait un effet. Je me suis dit, mais attends, comment tu peux demander à une femme de prendre des hormones tous les jours ? Je peux pas te dépendre de ça. Ça m'a fait très peur. Et le soir même, j'ai mon alarme qui a sonné à 20h pour ma pilule. Et là, je me suis dit, en fait, tu prends déjà des hormones tous les jours.
Sauf qu'il y en a qu'on te demande de prendre parce que tu as une dysfonction. Donc, c'est pour combler cette dysfonction. Alors même que toi, t'en prends en plus sans dysfonction. En fait, il n'y a pas de problème à régler. Il y a juste quelque chose à bloquer. Et donc, c'est ce jour-là que, pour le coup, que j'ai arrêté la pilule et que j'ai découvert, en fait, ce que c'était que le cycle au naturel. Et je me suis rendu compte de toutes les nuances que je vivais pas dans mon humeur, dans mon énergie, dans ma libido, justement, on y revient. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça. Et puis après, ça a été progressif. J'ai lu plein de trucs. J'ai commencé à être une passionnée de glaire cervicale. Oui. C'est des sécrétions, en fait, qui sont produites au niveau du col de l'utérus. Beaucoup de femmes appellent ça les pertes blanches. C'est pas forcément le terme le plus rigoureux. Et puis surtout, les pertes blanches, on a l'impression que c'est un truc qu'on a tout le temps ou n'importe quand, ou c'est aléatoire. La glaire cervicale, c'est ces sécrétions-là qui sont produites en parallèle sous l'effet des œstrogènes et qui, en fait, évoluent dans les jours qui précèdent l'ovulation et permettent de savoir que l'ovulation arrive, qu'elle est en train de se produire et qu'elle a eu lieu. Des sécrétions qui évoluent, qui sont de plus en plus lubrifiées, de plus en plus étirables, de plus en plus transparentes. Enfin, on peut rentrer dans plein de comparaisons là aussi. Mais en fait, c'est pas aléatoire, c'est pas sale, c'est pas honteux, c'est pas un truc qui va, qui vient. C'est quelque chose qui est cyclique et qui permet à une femme de savoir quand elle ovule. Et moi, j'ai découvert ma glaire cervicale aussi en arrêtant la pilule. Parce que la pilule, bloquant le cycle, bloque l'ovulation et bloque l'évolution de la glaire. C'est passionnant et quand on rentre dans ces sujets-là, on se rend compte à quel point on vit dans un corps qu'on connaît très peu, qu'on a tendance soit à éteindre, soit à ne pas écouter, alors qu'en fait, il envoie plein de signaux. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et que je trouve que toutes les femmes devraient connaître. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais ça apporte beaucoup. Moi, je me souviens que le jour où j'avais appris qu'une femme ne pouvait tomber enceinte que, par exemple, 4-5 jours dans le mois, je m'étais dit, mais attends, mais c'est complètement lunaire, en fait, de prendre une pilule tous les fucking jours de toute ma vie, alors qu'en fait, je ne peux avoir d'enfant que sur une toute petite fenêtre au cours de ma vie, quoi. Et ce qui est encore plus lunaire, c'est que l'homme, lui, peut avoir un enfant tout le temps, tous les jours en tout cas, et c'est pas lui qui bloque ce processus, c'est la femme qui le bloque pour ces 4 jours. Alors, quand tu es hyper sécure, on dit que c'est plutôt 7 jours, tu vois, la fenêtre de fertilité. Mais pour 7 jours sur 30, potentiellement 28, 29, 35, peu importe, tu bloques l'entièreté du cycle, alors que l'homme qui, lui, peut en tout cas avoir un rapport donnant une grossesse tous les jours, ne bloque rien. Donc voilà, moi je suis pas du tout anti-pilule, vraiment c'est un truc auquel je tiens et je trouve que à plein de périodes de la vie, pour plein de raisons, c'est la contraception adaptée. Mais quand tu réfléchis un tout petit peu plus loin, tu te rends compte effectivement du non-sens de certaines choses. Ça, ce que tu viens de dire, le fait de bloquer tous les jours, alors qu'en réalité, tu n'es pas fertile tous les jours. Le fait de bloquer la libido, alors que, a priori, si tu prends une pilule, c'est à un moment donné pour faire l'amour quand même. Ou alors après, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la pilule pour d'autres raisons, de l'acné, des choses comme ça. Mais c'est quand même un contraceptif. Il y a plein de non-sens en réalité. Moi, je fais souvent une analogie avec les hormones masculines. La pilule pour homme serait possible. Elle se fait pas. Si tu expliques à un homme que tu vas couper sa testostérone pour qu'il produise plus de spermatozoïdes, mais tous les hommes, ils te regardent et ils disent « Mais t'es plutôt crevé, en fait. J'en ai besoin de ma testo, moi. C'est ça qui fait de moi un homme. Vas-y, j'aurai plus de poils, j'aurai plus ma voix qui sera plus grave, j'aurai plus de muscles. » Parce qu'on est conscient de tout ce à quoi sert la testostérone au-delà de fabriquer des spermatozoïdes. Et chez les femmes, c'est pareil, en fait. Les œstrogènes et la progestérone, ils servent, certes, à faire maturer un ovule et du coup à la rendre fertile, mais ils ont plein d'autres rôles dans le corps. Mais par contre, on n'a aucun problème à les bloquer, qui ont plein d'impacts sur la santé des femmes plus globale, la santé osseuse, la santé mentale, le physique, etc. Articulaire aussi. Articulaire. Et je ne sais pas pourquoi. On ne voit pas ce non-sens à les bloquer comme on le voit quand on dit à un homme qu'on peut lui bloquer sa testostérone. Et en même temps, pour en parler avec beaucoup de femmes, si on permettait aux hommes de gérer 100% de la contraception en autonomie, je suis pas sûre que les femmes seraient d'accord. Parce que ça reste la femme qui a un risque de grossesse et la femme qui peut se retrouver enceinte alors que c'était pas désiré. Et est-ce que tu as envie de déléguer ça à quelqu'un d'autre ? Ça dépend. Si tu es dans un couple stable, tu as une grande confiance, pourquoi pas ? En tant que femme, peut-être qu'on a aussi toujours envie, besoin de maîtriser sa contraception malgré tout, tu vois. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans un monde où ce sont les femmes qui ont la charge mentale de tout, ouais. Enfin de tout. De beaucoup. On va leur concéder que pas de tout. On a été éduqués comme ça et où il y a toutes ces inégalités qui existent depuis toujours et qui sont culturelles et sociétales. Moi, dans un monde comme aujourd'hui, effectivement, je ne mets pas la possibilité ou non d'une grossesse sur le dos de quelqu'un d'autre. Sur le dos de quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas de bonne raison, de bonne solution, de bonne contraception ou quoi. Mais en tout cas, il y a plein de sujets autour avec lesquels il faut être à l'aise et se dire « Ok, moi, je fais ce choix pour telle ou telle raison, ou je fais celui-là. » Mais en tout cas, c'est bien d'ouvrir un tout petit peu sa réflexion par rapport à la contraception, je trouve. On n'est pas conscient de tout.
les enjeux autour, de tous les impacts aussi sur le corps quand on prend la pilule en se disant juste bon, c'est mon contraceptif, quoi. Et du coup, ça, t'en as fait ton métier ? Ouais, j'en ai fait mon métier. Encore une fois, pas du tout de dire aux femmes il faut ça, il faut pas ça, surtout pas. J'y tiens, mais très très fort. Mais par contre, de dire aux femmes, vous avez des connaissances, vous avez des choses que vous pouvez vivre avec beaucoup plus d'autonomie, en ayant plus de savoir sur votre corps. C'est devenu mon métier d'apporter ce savoir-là aux femmes, de leur enseigner comment fonctionne leur corps, pourquoi elles ne sont pas fertiles tous les jours, comment elles peuvent savoir quand elles sont fertiles, quand elles ne le sont pas, pourquoi il y a des moments dans leur cycle où elles ont envie de tuer tout le monde, de se rouler en boule sous une table et de quitter leur mec si elles en ont un, leur nana, peu importe, parce que c'est hormonal, parce que c'est le fameux syndrome prémenstruel. Enfin, voilà, c'est apporter tout ce savoir-là aux femmes. Et après, en fait, il est réceptionné avec plusieurs intentions. Moi, j'aide beaucoup les femmes en désir de grossesse parce que beaucoup de femmes, en fait, vivent très difficilement cette période d'essai. Parfois, parce qu'elles savent pas quand est-ce qu'elles sont fertiles, s'épuisent à faire l'amour tous les 2 jours parce qu'on leur demande de faire l'amour tous les 2 jours pour que ça marche et au bout d'un moment, pètent un câble. Ont des déséquilibres énormes sous les yeux, qu'elles savent pas lire et du coup qu'elles savent pas accompagner, elles vivent des errances médicales, etc. Donc moi, vraiment, je les accompagne là-dessus et c'est quelque chose qui a un sens énorme pour moi et qui est hyper riche. Et puis après, j'accompagne aussi celles qui veulent pas d'enfants, qui ont mené cette réflexion sur la contraception, qui se disent en fait, je fais plein de choix dans ma vie personnelle sur mon alimentation, sur ma façon de consommer, sur ma façon de me déplacer, et puis en fait, je prends des hormones tous les jours, c'est pas aligné avec ce que je veux être, donc qui cherchent une alternative, mais une alternative fiable et efficace, qui la trouve pas, alors que voilà, on peut aussi aujourd'hui adopter une contraception qu'on appelle la symptothermie, qui est une méthode moderne d'observation du cycle, qui est pas du tout les méthodes de grand-mère, c'est pas les méthodes de calcul vaginaux, tout ça, c'est une approche beaucoup plus scientifique, qui est encore malheureusement très méconnue, mais qui est par contre reconnue par l'OMS comme fiable à 98,5%. Donc voilà, c'est quelque chose de fiable. Et donc moi, je forme aussi les femmes à ça, à cette alternative à la pilule, pour utiliser leur cycle et pouvoir vivre leur cycle au naturel en adaptant juste leur sexualité aux différentes phases de leur cycle, en évitant les rapports non protégés pendant la période fertile et du coup en sachant identifier les moments où il n'y a pas de risque de grossesse. Parce qu'encore une fois, si on est fertile que quelques jours, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jours où on ne l'est pas. Et quand on sait bien observer et qu'on a été formé pour ça, on sait quand il n'y a pas de risque. Et puis après, il y a des femmes qui n'ont ni une intention ni l'autre, qui veulent juste en fait réécouter leur corps, se reconnecter à lui, être plus à l'écoute, plus alignées et qui du coup ont envie de davantage le connaître. Et voilà, c'est un peu ça mon métier aujourd'hui, effectivement. Et du coup, la symptothermie, en soi, ça consiste en quoi ? C'est ce qu'on appelle une méthode d'observation du cycle qui a été élaborée fin des années 60 jusqu'aux années 80. Symptos, c'est les symptômes que renvoie le corps avant l'ovulation. Donc, c'est principalement la glaire cervicale dont on a parlé et le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est la petite zone qui est au fond du vagin qu'on sent pendant un rapport sexuel, puisque c'est l'extrémité du tube qui est le vagin. Et en fait, ce col de l'utérus, aussi fou que ça puisse paraître, bouge pendant le cycle. Il est plus ou moins ouvert, il est plus ou moins mou. Donc voilà, une femme qui est formée à ça, alors il faut être à l'aise avec le fait de toucher son intimité, mais en palpant le col de son utérus, savoir où elle en est dans son cycle. Souvent, les femmes utilisent plutôt la glaire cervicale parce que c'est une contrainte qu'elles n'ont pas envie d'avoir dans leur quotidien. Et la glaire cervicale, on n'a pas à se poser toutes ces questions. C'est quand on va aux toilettes, on regarde et on ressent. Est-ce que ça glisse ? Est-ce que c'est sec ? Est-ce que c'est mouillé ? Est-ce que c'est humide ? Une codification à apprendre qui permet de voir quand l'ovulation se prépare. Parce qu'en fait, l'ovulation, c'est un phénomène qui dure quelques secondes. Mais grâce à la glaire cervicale, un rapport qui aurait lieu jusqu'à 5 jours avant l'ovulation peut être fécondant parce que le rôle de la glaire cervicale, c'est pas juste de nous dire où on en est dans notre cycle, c'est de maintenir les spermatozoïdes en vie. Imaginons, t'ovules un vendredi, t'as un rapport le lundi d'avant, et bien en fait, pendant 5 jours, tu peux conserver dans les cryptes du col de ton utérus, donc ça ressemble à un donut, cette petite zone au fond du vagin, tu vas garder ces spermatozoïdes qui vont rester vivants et qui pourront passer le col de l'utérus et aller à la rencontre de l'ovule le vendredi, quand l'ovule est libéré. Donc c'est pour ça qu'on est fertile 5 jours avant son ovulation, grâce à cette glaire qui maintient les spermatozoïdes en vie. Et donc ça, c'est les biomarqueurs de la fertilité qu'on voit en amont. Et après l'ovulation, la glaire, en fait, elle atteint un pic de qualité au moment de l'ovulation. Elle va être en général translucide, étirable. On la compare souvent avec du blanc d'œuf cru. Et juste après, les œstrogènes qui activaient cette glaire chutent d'un coup et la glaire s'assèche. Donc on voit cet assèchement brutal, ou en tout cas cette baisse en qualité. Et en parallèle, l'enveloppe de l'ovule qui a été libérée, qui s'appelle le corps jaune, produit une hormone qui s'appelle la progestérone et qui, elle, a un effet hyperthermique. C'est une hormone qui est là pour créer les conditions propices à une grossesse, tous les cycles. Et les conditions propices à une grossesse, c'est un peu plus chaud que notre corps habituellement. Et donc, en fait, on s'en rend pas compte, mais tous les mois, on vit 2 phases. Et après l'ovulation, notre température corporelle monte de 0,3 à 0,5 degrés. C'est pas beaucoup, on ne le sent pas.
Mais si on prend sa température, on s'en rend compte. Quand on a cet assèchement de glaire et cette montée de température qui se maintient au moins 3 jours, on peut dire qu'on a ovulé et on ferme la fenêtre. Et du coup, la symptothermie, c'est ça. C'est observer ces indicateurs, ces biomarqueurs des hormones que sont les oestrogènes et la progestérone pour voir l'ovulation arriver, la glaire ou le col, et savoir quand elle a eu lieu, la glaire qui s'assèche et la température qui monte. Il faut être formé, c'est pas du tout un truc qui s'improvise. Il faut vraiment appliquer des règles très précises. C'est pas compliqué, mais il faut les apprendre. Et après, une fois qu'on est bien formé, c'est une approche qui permet de vivre son cycle au naturel, de vivre du coup sa sexualité au naturel en évitant juste cette période. Et puis surtout, de passer le plus naturellement du monde de je veux pas un enfant, j'évite cette période, à je veux un enfant, je vise cette période. Donc en fait, aujourd'hui, si moi je voulais me mettre à la symptothermie, il faudrait que j'achète un thermomètre et que j'achète un livre qui m'explique comment fonctionne la symptothermie. Ouais, un livre c'est bien, mais c'est vrai que si tu veux bénéficier du taux de fiabilité très élevé, il faut être formé. Parce que il faut avoir quelqu'un qui regarde avec toi tes courbes, quelqu'un qui t'aide à interpréter. Parce qu'il y a ce que tu observes et puis après il y a ce que tu interprètes. Et c'est pas forcément toujours évident au premier abord. Puis selon la régularité des cycles, il y a des femmes pour qui ça va être hyper facile, d'autres pour qui ça va l'être moins. Donc vraiment, moi, mon conseil, c'est un tout petit investissement de départ, mais c'est de se faire accompagner au début. Et après, c'est des années, des dizaines d'années de sérénité. Mais ouais, sinon, par contre, c'est juste un thermomètre. Après, t'as plus aucun coût. La symptothermie, donc tu disais que c'était 98,5% de fiabilité. Le taux aussi quasiment ne change pas en pratique. Ouais. Parce que la pilule, il y a le taux de fiabilité théorique. Ouais. Et en fait, après, en pratique, tu l'oublies un jour sur 2 ou tu l'as pas prise à la même heure, etc. Ouais. Et en fait, du coup, le taux de fiabilité chute. Ouais, ça, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. En fait, effectivement, tous les contraceptifs sont étudiés avec un indice qu'on appelle l'indice de Pearl. C'est la codification internationale qui distingue l'efficacité théorique. Donc là, c'est en gros, les mecs qui l'ont créé dans un labo, ils ont dit que ça marcherait à tant de %. Et l'efficacité pratique, ça, c'est l'efficacité de l'utilisateur avec les aléas de la vie, le préservatif qui craque, la pilule qu'on oublie, qu'on vomit, ou j'en sais rien. Voilà, chaque contraceptif est étudié. La pilule, par exemple, en fiabilité théorique, c'est 99%. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre ? C'est sur 100 femmes, sur 1 an, combien vont tomber enceintes par accident ? En théorie, quand une femme prend la pilule, qu'elle le fait parfaitement bien, il y a 1 femme sur 100 qui va avoir une grossesse accidentelle. Par contre, en taux de fiabilité pratique, donc dans la vraie vie, on tombe à 92%. C'est-à-dire qu'il y a 8 femmes sur 100 par an qui tombent enceintes par accident avec une pilule. Et je suis sûre que vous en connaissez, moi j'en connais. On a tendance parfois à diaboliser justement les approches un peu plus naturelles en disant c'est pas fiable, mais on oublie qu'en fait, à part l'abstinence, il n'y a pas de contraception fiable à 100%. Le préservatif, tu es à 98% d'efficacité théorique, mais tu es à 85% en pratique. C'est-à-dire qu'il y a 15 grossesses par an, par accident, avec un préservatif. Et la symptothermie, effectivement, là encore, c'est des études, c'est pas mes chiffres à moi, disent qu'en théorie, on est à 99%. C'est-à-dire que si tu ne fais pas l'amour quand t'es pas fertile et que tu appliques les règles de la méthode, il y a 1 femme seulement qui va tomber enceinte par accident parce que les règles de calcul auront failli, je ne sais pas pourquoi. Et en pratique, tu es à 98,5. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'1,5 grossesse par accident quand tu appliques les règles. Parce qu'en fait, quand tu ne fais pas l'amour, quand tu as un risque de grossesse, du coup, tu n'as pas de risque de grossesse. Après, le taux baisse un petit peu si tu fais le choix, par exemple, d'avoir des rapports avec un préservatif. Tu tomberas pas quand même au taux de fiabilité du préservatif de 85% parce que tu as une conscience du risque que tu n'as pas quand tu utilises un préservatif tout le temps et que tu sais pas si tu es fertile ou pas. Donc là, quand tu vas utiliser un préservatif en période fertile, peut-être que tu vas en plus faire le retrait. Enfin, tu vois, tu vas avoir une attitude beaucoup plus sécuritaire parce que tu sais que tu as un risque de grossesse à ce moment-là. Mais oui, en fait, il y a beaucoup moins d'écart entre la fiabilité théorique et la fiabilité pratique parce que, encore une fois, quand un couple est formé et qu'il applique les règles, il ne prend pas de risque, il ne fait pas l'amour au moment où il peut avoir une grossesse. Alors que si tu oublies la pilule, tu sais pas, en fait. La fertilité peut revenir dès le lendemain et tu peux avoir une grossesse non souhaitée, comme ça, à n'importe quel moment, sans être consciente que toi, tu prends un risque. Toi, du coup, quand tu as arrêté la pilule et que tu as revu tes cycles qui revenaient, est-ce que ça a changé des trucs dans ta vie ? Ça a changé plein de choses en bien, la libido notamment. Je pense qu'il y a plein de femmes qui se disent qu'elles sont frigides alors qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles prennent la pilule. Et il y a aussi un truc, c'est que souvent, tu prends pas la pilule quand t'es célib, et puis le jour où tu t'installes, tu vas te mettre à prendre la pilule et tu vas te dire, ça y est, on est rentré dans le train-train quotidien ou pas. Oui, bien sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi peut-être la prise de pilule. Donc moi, j'ai redécouvert ça alors même que j'étais en couple depuis un moment. Et puis dans mon énergie, en fait, c'est que, encore une fois, on voit le syndrome prémenstruel, les parties un peu négatives du cycle, mais on oublie qu'il y a aussi ces parties pleines d'énergie. Et moi, là, tu vois, il y a 2 jours, j'ovulais, mais j'étais une machine, quoi. Enfin,
Au boulot, je suis d'une efficacité redoutable. Dans mes relations aux autres, tout change. Et ça, c'est des choses que tu n'as pas quand tu es à plat parce que tu n'as plus ces fluctuations. Et c'est aussi, pour reboucler avec une des premières questions, c'est aussi ça la force des femmes. Un homme, il n'a pas ces fluctuations. Un homme, il a un cycle quotidien avec sa testostérone qui a un pic le matin. C'est pour ça qu'ils ont soit une érection matinale ou une libido plus grande le matin. Mais c'est tout. Sinon, un homme, il est toujours pareil. Une femme, elle a cette fluctuation-là. Et quand tu les redécouvres, tu vois les côtés un petit peu plus dark de la chose quand il y a des moments de fin de cycle, notamment, où pour certaines femmes, c'est compliqué. Mais tu as aussi ces moments de power incroyables que j'ai redécouvert, moi, ouais, clairement. En fait, ça apporte une bienveillance énorme, moi, je trouve, dans toutes les sphères de la vie. Moi, dans mon couple, par exemple, en fait, il y avait plein de moments avant que je sois consciente de tout ça où je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec lui ? Enfin, tu vois, comment je peux le détester autant, en fait, alors que il partage ma vie, peut-être que je me suis trompée, ou j'en sais rien. Et lui, il se disait, mais cette nana est complètement schizo, en fait, tu vois, elle est tarée. Jusqu'à ce que je fasse le lien et que je comprenne que c'était systématiquement 2 jours avant mes règles, que c'est ce qu'on appelle le SPM, que moi, j'en ai un particulièrement violent en plus. Et donc maintenant, c'est un truc qui est connu chez nous. Mais je sais que le lendemain, je l'aimerais plus que tout. Et lui, il le sait aussi. Et en fait, il a l'intelligence, souvent, il se barre. Il prend les enfants et puis ils vont faire un truc, tu vois. Et c'est très bien. Et du coup, ça, c'est des choses où, en fait, je sais qu'à l'instant T, je peux plus le voir, mais qu'en fait, il est génialissime et que c'est pas moi, c'est mes hormones. Et parfois, je lui explique ça, justement. Je lui dis, tu vois, quand toi, t'as ton érection matinale, tu la contrôles pas. Ou quand t'as la dalle, tu la contrôles pas. C'est une hormone qui s'exprime. Quand t'es hyper fatigué, que tu t'endors, quand on regarde un film le soir et que tu t'endors devant, c'est tes hormones qui parlent. Ben moi, c'est mes hormones qui parlent. C'est plus moi, ça prend le dessus. Et en fait, c'est pas toi, c'est pas moi, ce sont mes hormones. Il faut en vouloir à personne, il faut juste faire le dos rond et se dire, OK, ça passera. Ça, c'est dans la famille, le couple. Mais je sais que nous, au bureau, du coup, moi, il y a que des filles dans mon équipe. Et tout le monde, évidemment, vit son cycle, et a pas de contraception hormonale. Donc, tout le monde a un cycle naturel. Et on communique vachement là-dessus. Et ça apporte aussi une indulgence. C'est que moi, les filles, elles arrivent parfois le matin et puis elles disent je suis en plein SPM, me parlez pas. Personne les emmerde. Oui, à contrario, quand on sent qu'il y a une énergie débordante, et on est trop contente et on surfe dessus, on utilise les potentialités des autres. Moi, je dis pas qu'il faut vivre au rythme de son cycle. Ça serait s'enfermer dans quelque chose qui serait bien trop dommage et se contraindre, se priver. Mais par contre, être consciente des forces et des faiblesses de chaque phase. Toi, le SPM, par exemple, c'est un moment où t'aimes personne, mais par contre, t'es très lucide. T'as une capacité de concentration plus grande. Donc, tu peux aussi te dire, je vais jouer là-dessus. Je trouve que c'est une grande richesse et que ça apaise les tensions. Il y a plein de femmes qui me disent ça, qui me disent, mais depuis que j'ai compris ça dans mon couple, ça va vachement mieux. Parce qu'en fait, il y avait des moments où je me disais que je m'étais trompée. C'était pas possible d'être aussi irritée par l'autre, alors que je suis censée partager sa vie et le trouver tout le temps génial. Non, en fait, encore une fois, c'est pas toi, c'est tes hormones. Et quand tu dis du coup que dans un cycle, il y a 4 phases, elles s'appellent comment et elles provoquent quoi, ces phases ? La première phase, c'est les règles, les menstruations. Donc là, c'est le début du cycle. Après, tu as la phase préovulatoire, qui est la période en fait où l'ovulation va se préparer et où tu as tes œstrogènes qui commencent à monter. C'est ce qu'on appelle le printemps. Donc c'est le moment où tu retrouves de l'énergie. Tu es, je sais pas, trouvez-moi une nana un peu cool, mais quand même pas Beyoncé. C'est nous mais modestie zéro. T'es Margot ou Céline et tu pètes la forme. Non, mais quand je dis nous, je te prenais toi aussi. Mais dans non, le mais lot. ouais, moi aussi. Ouais. Non, mais voilà, t'es on est des chouette, meufs quoi. cool. On n'est pas Beyoncé, clairement pas. T'es mais trop on n'est cool. pas trop mal, quoi. T'es trop bien et t'as de l'énergie et t'es belle et t'es rayonnante. Après, t'arrives à l'ovulation où là, t'es Beyoncé, là, t'es au-delà. Et t'as une libido aussi de folie et t'as plein de choses qui vont avec. Et après, il y a la phase post-ovulatoire qu'elle, on pourrait en fait diviser encore en 2. C'est-à-dire que le début de la phase post-ovulatoire, la progestérone, elle a un effet apaisant. C'est le meilleur anxiolytique naturel. Donc, elle va te calmer. Et après, la deuxième semaine, souvent, c'est le moment où la progestérone, elle commence à chuter. C'est cette privation hormonale qui, chez certaines femmes, peut être un petit peu compliquée à gérer et va provoquer de l'irritabilité, de l'agacement, des tensions, parfois même un sentiment un peu dépressif, de la fatigue. Et donc ça, c'est la phase prémenstruelle, juste avant les règles. Et puis après, en fait, pour beaucoup de femmes pour qui le SPM est compliqué, les règles sont une libération. Souvent, on croit que c'est les règles le moment compliqué du cycle. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a toute la partie logistique, le fait que tu saignes, que ça peut fatiguer, mais hormonalement et sur ton humeur et souvent, je sais que moi, je suis libérée quand mes règles arrivent. Je me dis, ça y est, mes hormones sont enfin arrivées à zéro, on n'est plus dans cette chute et ça va aller mieux. Et toi, ton SPM, il est violent du coup ? Il peut l'être et c'est pas normal. Et ça, c'est un truc que je répète beaucoup, c'est qu'on a tendance à penser que c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être pas bien. Normalement, on est censé vivre ces fluctuations, mais c'est pas un grand 8 non plus. Et quand le crash, il est un petit peu trop fort, c'est a priori qu'il y a un déséquilibre. Et moi, je travaille dessus. Et tu vois, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Et du coup, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parfois, je prends pas le temps, ni rien. Il y a plein de cycles où je suis beaucoup mieux quand justement je suis à l'écoute et je fais ce qu'il faut pour apaiser mes hormones. Parce qu'il y a plein de choses dans la nutrition, dans les plantes qu'on peut faire. Moi, j'en ai un qui est assez violent en termes d'irritabilité. J'ai pas du tout de douleur, c'est plus les émotions. Où je vais être triste et puis je vais baisser les bras, tu vois. On a bien fait de te voir au moment presque de l'ovulation. J'ai passé mon ovulation, mais je suis dans la période de progestérone qui m'apaise, tu vois. Donc c'est bien. La progestérone, en fait, c'est l'hormone qui, chaque cycle, te crée les conditions propices à une grossesse. 99% du temps, t'en veux pas, mais le corps, chaque fois, fait la même chose. Donc, elle va préparer ton utérus, ton endomètre à ce qu'il soit accueillant, machin. Elle fait monter ta température et elle t'apaise, en fait, pour te recentrer sur toi, sur ton corps, sur l'éventuel bébé qui est là. Même s'il n'y en a pas, elle a cet effet-là. Elle ralentit aussi ton métabolisme. C'est pour ça aussi, il y a plein de choses passionnantes quand on commence à regarder le cycle, mais c'est pour ça que les femmes sont plus constipées pendant cette période-là. Et on la diarrhée pendant leurs règles parce que, par contre, il y a une hormone qui vient essorer un peu l'utérus pour l'évacuer. Donc voilà, elle a cet effet un peu ralentisseur qui fait que tu vas plus être centré sur toi, alors que la période d'avant, t'étais Beyoncé, quoi. Donc tu rayonnais, t'étais ouvert sur l'autre, t'étais dans la communication. Là, tu vas être moins. C'est que t'as, tu vois, ton petit traitement homemade que tu produis toi-même qui vient te relaxer. Et c'est génial. Et est-ce que c'est normal ou pas du tout d'avoir des douleurs ? Parce que moi, par exemple, j'ai pas trop de variations d'humeur. Mais par contre, moi qui avais avant mes règles qui pouvaient passer avec un Doliprane, maintenant, tu vois, justement, dans toute cette phase de baisse de la progestérone, j'ai des douleurs. Genre, comme si j'allais avoir mes règles, mais elles n'arrivent pas, quoi. Les douleurs, pareil, c'est jamais normal. En fait, tout dépend de la douleur. Une gêne, un inconfort, c'est lié au fait que ton corps, chaque mois, il accomplit quand même une prouesse incroyable. Il fait maturer un ovule, il libère un ovule. Il crée un nid dans ton utérus, après il l'évacue, tout ça. Donc, ça peut te faire un inconfort. Dès que ça devient douloureux, ça justifie d'aller creuser parce que une femme n'est pas censée avoir mal, ni avant ni pendant ses règles. Donc, c'est pas forcément un truc grave ni sérieux, mais ça nécessite d'aller en parler avec un gynéco parce qu'il faut sortir de la tête que être une femme, ça fait forcément mal. Toi, tu dirais que tu t'entends comment avec ton corps ? Est-ce que tu l'aimes ? Je l'aime. Il y a des moments où je l'aime moins que d'autres, mais globalement, j'ai pas envie de le changer. Surtout, plus je vieillis, plus j'en prends soin. Là, tous les soirs, je fais du brossage à sec. Je mets de plus en plus de couches sur le visage. Je me mets plus au soleil, tu vois. Ça y est, là, je suis devenue une adulte pour ça. Je me rends compte de l'importance de le préserver. À la fois pour l'aspect physique, mais aussi surtout pour le confort. Parce que plus je vieillis, plus je me rends compte que parfois, quand on a une petite douleur, ça te pourrit la vie et à quel point on est chanceux en fait quand on vit dans un corps qui fait pas mal justement et qui bouge. Et je l'aime bien. Tu te sens à l'aise avec lui ? Ouais, je suis à l'aise, ouais. Globalement, chez nous, on est tous très à l'aise. Mes enfants vivent nus d'ailleurs, ça choque tous les gens qui viennent chez nous. Et je m'efforce de ne jamais me plaindre devant mes enfants, par exemple. Il y a parfois, j'enfile un jean, je trouve que ça me fait des grosses fesses. Je le pense très fort, je commence presque à le dire. Je vois qu'il y a mes enfants derrière, surtout ma fille, et je me dis, tais-toi Lorraine, je veux pas qu'elle grandisse en entendant sa mère qui n'aime pas son corps. Donc ouais, je pense que je m'auto-censure et c'est très bien en fait. Parce que je veux pas lui créer, elle, des complexes avant même qu'elle ait l'âge d'en avoir. Et tes 2 grossesses se sont bien passées ? Ouais, j'ai adoré. C'est même très dur l'après quand t'as ton ventre vide. Moi, j'ai beaucoup aimé avoir le ventre plein. Je trouvais ça génial. Et je me trouvais très belle pour le coup. Et le postpartum et devenir maman, c'est quelque chose que t'as aimé aussi ? J'ai adoré. Après, il y a des moments qui sont aussi compliqués, justement, dans la réappropriation de son corps. Mais ouais, moi, je suis une vraie louve, quoi. J'ai porté, j'ai allaité, j'ai serré mes enfants, j'ai dormi avec eux. Je suis très, très collée serrée. Est-ce que ça te fait peur de vieillir ? Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère et pendant des années, on est très souvent 4 filles. On appelle ça les 4 filles. Donc, il y a eu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi pendant des années. Mon arrière-grand-mère est partie avant que ma fille arrive. Donc, on a eu une période à 3, et puis là, on est de nouveau 4. Et en fait, quand je regarde vers le haut, c'est hyper rassurant. Parce que ma mère comme ma grand-mère sont en forme. Je me dis, bon, la génétique est bien, mais par contre, j'ai conscience que c'est un effort aussi de conserver cette énergie. Donc là, je me reforce à refaire du sport, par exemple. J'avais arrêté beaucoup pendant des périodes. Et là, voilà, et je le fais pas pour le poids, je le fais pas pour la ligne, je le fais vraiment pour l'énergie. Et pour cette projection vers le futur, où je me dis, je peux plus juste me reposer sur ma vitalité et ma jeunesse. Il y a un moment où il faut aussi faire des efforts, quoi. Donc, ça me fait pas peur. Là, tu vois, j'ai 38 ans. Je vois les 40 ans qui approchent. Je pense qu'il y a quelques années, je t'aurais dit, mais mon Dieu, mais les 40 ans, mais je vais déprimer. Bon, là, ça va.
Aujourd'hui, dans ton couple, est-ce que votre sexualité, du coup, elle est justement très liée à ton cycle, etc. Et est-ce que c'est quelque chose avec lequel ton mec, il est OK et qui régit aussi un peu votre vie amoureuse? Complètement. Déjà, mon mec, aujourd'hui, c'est mon associé, donc il connaît bien les sujets. Et que, au-delà de l'aspect professionnel, moi, ça fait des années que je vis avec mon cycle comme ça. Et que justement, on alterne en fait les périodes où on veut des bébés et les périodes où on n'en veut pas. Donc oui, ça fait complètement partie de notre vie à nous. Je trouve que ça apporte un grand dialogue parce que justement, on est toujours obligé de savoir où on en est et quelles sont nos intentions. Moi, j'aime bien ça, même si ça a ses effets négatifs. C'est-à-dire que là, j'ai pas de problème à en parler. On a perdu 2 grossesses. Là, on voulait un 3e bébé et il veut pas arriver. Donc, il y a plein de mes amis qui me disent, laisse faire la nature. Mais moi, je peux pas laisser faire la nature, en fait. Moi, je sais toujours si je peux tomber enceinte ou pas à tel moment. Donc, je peux pas avoir une sexualité inconsciente. C'est le seul défaut, je pense. C'est que du coup, c'est toujours présent et il y a toujours cette intention qui est là et où on doit se regarder en se disant qu'est-ce qu'on fait. Donc, peut-être que parfois, j'aimerais avoir plus de naïveté par rapport à ça, surtout quand c'est justement que tu sais plus, en fait, si tu veux un enfant ou pas et que tu te dis, je laisse faire le hasard, la vie, Dieu, j'en sais rien, qui tu veux. Mais oui, c'est très présent parce qu'il sait, comme moi, qu'il y a des moments où il n'y a pas de risque et des moments où il y a des risques et que pendant ces périodes-là, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et comment ça va après ces fausses couches? C'est hyper dur. Après, moi, je mesure aussi ma chance d'avoir 2 enfants qui vont très bien. C'est notre cerise sur le gâteau, cette envie de 3e. Tous les jours, je change d'avis. J'aimerais me réveiller avec une certitude. Je sais que j'ai pas la force aujourd'hui de prendre le risque de revivre ça. Il n'y a jamais de bon dans une fausse couche. Les gens, on trouve toujours des phrases. On veut te rassurer, donc on va te dire c'est mieux ça qu'un enfant malade. C'est mieux maintenant que plus tard. C'est que il fallait pas. Tout le monde a toujours une phrase pour tirer le positif d'un événement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien en fait de positif. Tu vois, non, en fait, ouais, ok, t'as raison, mais j'ai pas du tout envie qu'on me donne le positif et j'évite toujours de le faire avec les autres aussi, parce que même si ça rassure les gens d'avoir cette attitude-là un peu optimiste, machin. Non, c'est dur, quoi. La fausse couche que je viens de vivre, alors, j'aime pas ces mots en plus, mais bon. J'ai subi une intervention et c'était soit anesthésie générale, soit rachi-anesthésie. Il s'est trouvé que ça a été en anesthésie locale. Et en fait, j'ai vécu le moment. Je pense que j'avais besoin de le vivre. Et j'ai pleuré, mais comme jamais. J'étais à un robinet ouvert. Les infirmières, elles faisaient des câlins. Je pouvais plus parler et j'ai pleuré tout le long. Mais j'ai laissé sortir ma peine et j'ai vécu le moment. Et là où les infirmières du bloc, elles étaient sympas, c'est qu'il n'y en a aucune qui m'a dit des phrases... Elle me disait juste, allez, laissez sortir. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est merdique. En plus, t'es en position d'accouchement. Tu revis un truc, sauf que tu te dis, au lieu de sortir un bébé qu'on va poser sur mon corps, on enlève un truc qu'on va jeter à la poubelle. Ouais, je l'ai vécu et je pense que c'était bien de laisser bien la peine et après, tu fais ton travail derrière. Mais pendant que tu vis ça, il n'y a rien qui peut te faire voir du positif, quoi. Puis effectivement, les phrases que tu cites, c'est des phrases qui nient la peine, en fait. Ouais, c'est assez violent en fait de dire non, enfin t'inquiète pas, ça va aller. Oui, c'est courant, ça arrive à beaucoup de femmes. Ouais, mais c'est comme l'accouchement. Tu sais bien que toutes les femmes qui ont eu un enfant sont passées par là, mais toi, quand t'es en train de le vivre, c'est tellement inédit, c'est tellement incroyable. T'as l'impression de vivre un truc, c'est un cataclysme. C'est pas parce que beaucoup de femmes sont passées par là que toi, dans ton individuel à toi, c'est pas un effondrement énorme. Est-ce que toi, ces fausses couches, elles ont quand même teinté un peu le rapport que tu entretiens avec ton corps ou est-ce que tu sais que c'est pas sa faute? Je lui en veux un peu. Moi, j'ai peur de l'âge. Et je me dis, punaise, j'ai pas eu de problème avant, maintenant j'en ai. Est-ce que ça y est, c'est pas mon corps qui est sur le déclin? Et ça me met face à cette réalité de la femme, d'un point de vue purement fertile, tu te périmes, quoi. Les ovaires, ils vieillissent plus vite que le reste du corps. En fait, tous nos organes vivent jusqu'à notre mort. Il y a que nos ovaires qui s'arrêtent avant 50 ans, quoi. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas ça y est, en fait, mes ovaires qui commencent leur décroissance et qui me lâchent, ça me fait à la fois peur et ça me rend triste un peu. Ça a peut-être rien à voir avec mon âge, peut-être l'âge de mon mec, peut-être plein de trucs, tu vois, qui sont pas du tout liés à moi. C'est vrai que quand on est une femme, on a tendance à beaucoup s'auto-flageller. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient très à cœur, c'est de dire aux femmes, arrêtez de vous auto-flageller, par exemple, quand une grossesse ne vient pas, et regardez vite, dès que vous commencez à faire le moindre examen, envoyez votre mec faire un spermogramme. Parce que moi, il y a des femmes qui, pendant des années, multiplient les examens, dépensent une fortune chez des thérapeutes pour faire plein de trucs, prennent 12 000 compléments, et puis un jour, un médecin dit « si vous allez faire un spermogramme à votre mec », et on se rend compte qu'en fait, c'est le spermogramme qui est pas bon. C'est aussi l'attitude des femmes de porter toute cette charge,
de travailler sur elle et d'oublier qu'en fait, un enfant, ça se fait à deux. Et donc, parfois, tu as l'impression que c'est ton corps à toi qui te trahit. Tu lui en veux à lui. Tu oublies que, en fait, non, c'est peut-être pas lui. Quand on est en désir de grossesse, on regarde des deux côtés. Parfois, c'est dur. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, on a peur. Mais il ne faut pas toujours porter la responsabilité. Donc, moi, j'essaye de ne pas m'auto-flageller moi. De ne pas dire que c'est forcément moi qui défaille parce que c'est moi qui ai une fertilité qui, forcément, va vers le déclin. Ce qui est moins le cas de mon mari qui, lui... ça existe l'andropause, mais c'est à 80 piges, tu vois. Donc, j'essaye de ne pas me dire ça, mais il y a quand même un truc qui prend le dessus et qui fait que je me pose des questions, quoi. Moi, ma sage-femme, elle m'avait dit un truc assez chouette que j'ai retenu. Elle a dit, vous savez, c'est vraiment très difficile quand même pour un corps de faire croiser autant de chromosomes et de faire en sorte qu'ils tiennent bien ensemble et que ça fasse vraiment un être humain. Vous dites pas que c'est ni de votre faute ni de la faute de quelqu'un d'autre, c'est juste que c'est une opération extrêmement complexe à faire. Ouais, c'est une prouesse génétique qui marche pas à tous les coups. Exactement. Et donc, en fait, un arrêt de grossesse, c'est d'ailleurs à je sais plus combien de pourcents, mais très souvent juste... Ouais, l'œuf n'a pas le bon matériel génétique, ouais. C'est ce que les médecins ils m'ont dit aussi, parce que j'ai vu quand même beaucoup de médecins ces derniers temps, et c'est une question que je pose beaucoup à chaque fois, parce que j'ai le sentiment que la médecine banalise énormément ces arrêts de grossesse, et du coup, je demande à chaque fois pourquoi est-ce que c'est tant banalisé, parce que moi, je le vis pas du tout comme quelque chose de banal. Et les médecins m'ont dit, alors c'est sûr que pour vous, 2 fausses couches, c'est énorme. Pour Margot, c'est énorme. Pour toi, c'est énorme aussi. On a toutes fait 2 fausses couches autour de ces micros. Punaise, on passe très bien de ce point commun. C'est clair. Et il me disait, mais c'est juste que nous, en tant que médecins, et ça, c'est ma sage-femme qui me le disait aussi, elle me dit, aujourd'hui, on va dire qu'une grossesse s'arrête 1 fois sur 4. Elle dit, moi, en pratique, je vois au quotidien, en fait, beaucoup plus que ça. On se rend pas compte de tout. On se rend pas compte, mais elle me dit, c'est énorme, en fait. Et donc, elle me parlait justement de cette prouesse génétique, et elle disait, en fait, c'est un phénomène tellement incroyable et tellement complexe qu'en fait, c'est littéralement une loterie. Il y a des personnes qui vont gagner au loto plusieurs fois, et il y en a d'autres qui vont tirer plusieurs fois les mauvais numéros. Et je demandais pourquoi est-ce qu'on attendait que j'en fasse potentiellement 3 pour passer des examens. Et ils m'ont dit, mais parce qu'en fait, c'est le protocole, on attend 3 fausses couches avant de creuser. Et elle dit, et quand bien même on creuse, les 3/4 du temps, on trouve rien. Moi, j'ai beau, là, tu vois, répéter ce que les médecins m'ont dit, etc. Moi, il y a un moment, j'étais persuadée que j'avais une maladie mortelle, parce que j'étais en mode, c'est sûr, en fait, il y a un truc dans mon corps qui est en train de tuer mes bébés, et qui est en train de me tuer moi. J'ai commencé à développer de l'hypocondrie. Enfin, tu vois, ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma tête, et après de me dire, vas-y, en fait, c'est peut-être tristement très banal, et ça veut pas dire que ton corps est malade, quoi. Mais c'est très compliqué, quoi. Moi, j'ai l'impression que tout est de ma faute, alors que c'est pas... Mais c'est pour ça qu'il faut pas négliger l'aspect psychologique, émotionnel, et le SAV qu'il faut faire d'une fausse couche. Il faut faire un deuil. Il y a un travail à faire derrière. Parfois, ça suffit pas d'être seul. Il faut se faire accompagner. Il faut avoir des outils en hypnose, des outils naturaux pour savoir comment aider son corps à se remettre de ça. Et je milite pour ça, parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est d'une violence extrême. Tu vois, ce que tu viens de dire, que j'avais l'impression d'avoir développé une maladie qui tuait mes bébés. Tu peux pas vivre avec ça. Tu vois, faut arriver à le faire sortir, à mettre des mots, à le classer après, parce que c'est trop dur, tu vois, à porter. Et il y a des gens formidables dont c'est le métier d'accompagner ça, d'accompagner ce deuil, d'accompagner ce travail. Et il faut pas le négliger. Moi, je suis très pour ritualiser. Là, tu vois, la 2e fausse couche, j'ai récupéré l'œuf, tu vois, pour le mettre sous un arbre dans mon jardin. Parce que je trouve ça trop violent aussi de tirer la chasse. Il faut se dire que voilà, c'est tous des petits gestes qui vont t'accompagner aussi, toi, dans l'acceptation, dans la suite, dans ta réussite ou pas à fermer ce chapitre. Et voilà. Et est-ce que tu sais quels conseils on pourrait donner à des nanas qui n'ont pas le pouvoir d'achat d'aller voir une psychologue ou une ostéopathe et tout? Moi, j'en ai parlé avec la nana chez qui je vais faire de l'acupuncture, parce que là, je suis en mode j'ai besoin qu'on m'aide. Alors, en fait, j'essaye plein de trucs pour voir ce qui va m'aider. Et à un moment, la nana de l'acupuncture, elle me dit en tout cas, vous avez les bons réflexes, vous essayez plein de choses, vous vous faites du bien et tout. Et je dis, ouais, mais en fait, je me rends compte que j'ai de la chance de pouvoir me le permettre, ça, parce qu'en fait, aller voir une psychologue, ça coûte cher, aller chez l'ostéo, ça coûte cher, aller à l'acupuncture, ça coûte cher, prendre des compléments alimentaires, ça coûte cher. Et du coup, il y a une partie de moi qui me disait, mais comment elles font, toutes celles qui ne peuvent pas se nourrir de ces ressources? T'as complètement raison. Après, il y a quand même énormément de choses que tu peux faire dans le rituel, d'écrire, laisser des traces, dessiner, et puis en parler. Et je pense que toutes les femmes qui ont vécu des fausses couches et qui ont fait le choix d'en parler autour d'elles se sont rendues compte de la vague de sororité, d'amour, de bienveillance qu'elles ont reçue de femmes qui libéraient leur parole, elles aussi, là-dessus. Et moi, en fait, je me dis que plus que tous les outils que j'ai pu faire, c'est ça qui m'a le plus aidée. C'est parler avec d'autres femmes, écouter, tirer des enseignements de ce qu'ont vécu les autres. Et ça, pour le coup, ça coûte rien et ça peut beaucoup aider, quoi.
Et peut-être ce qu'on fait là, ça aidera des femmes aussi à se dire, ah tiens, moi aussi je vais en parler, pourquoi pas. C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui surtout était important pour toi ? Bizarrement, même si je parle de choses ultra intimes tout le temps, c'est très rare que je parle de mon intimité à moi. Je parle d'un intime universel qui est le corps de la femme, mais pas forcément du mien. Et même si ça me faisait ultra peur, même si je sais pas si j'aurais de facilité à l'écouter, c'est chouette aussi d'avoir livré un peu ces choses-là parce que je pense qu'on se rend toutes compte que derrière les écrans, on vit toutes des choses et qu'on montre pas. Et je sais que moi, mon quotidien, c'est un peu de rentrer dans l'intimité des gens. Moi, je dis souvent, couple, je suis un peu la seule personne qui voit derrière la porte de leur chambre à coucher toutes ces difficultés que tu vis, de libido qui fout le camp quand tu veux un bébé, que t'en peux plus d'avoir des rapports programmés, de toutes ces difficultés quand une grossesse s'arrête, quand elle n'y arrive pas, etc. Donc, moi, je vois beaucoup de l'intérieur des gens et je donne pas forcément du mien. Donc, voilà, c'était aussi un challenge et une grosse difficulté, mais je suis heureuse de l'avoir fait et vous aider à créer ce climat. Donc, merci pour ça. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.